Bonjour, je suis Stéphane Broutin, coach de consultant en stratégie et en management depuis 2006. Et aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo sur l'accompagnement du burn-out. C'est parti. Le premier point sur lequel je voudrais insister, même si tout le monde s'en doute un peu, ça vaut toujours le coup d'être redit, c'est que dans un burn-out, il y a une dimension médicale. Ce n'est pas seulement une problématique psychologique. Il y a des histoires de fonctionnement de la glycémie, des histoires de fonctionnement des glandes surrénales, etc. Bref, des choses qui regardent les médecins. Alors, quand on est en burn-out, quand on accompagne un burn-out, il est important que la personne soit aussi suivie par un médecin. Voilà. C'est tout simple, mais ça valait le coup d'être redit. Par contre, deuxième point, ce n'est pas parce que c'est médical que ça veut dire que le coaching ne peut rien. Au contraire, le coaching, ça peut être un formidable accélérateur pour aider la personne à arrêter de souffrir le plus vite possible. Et pour ça, il y a un point, un endroit de l'accompagnement où j'ai remarqué que tout bascule. Et c'est cet endroit qu'il faut chercher. Cet endroit, c'est le moment où la personne qui souffre est capable de dire « Ah ben voilà, si je veux aller bien, voilà les limites que je devrais poser auprès de mon employeur. » Mais surtout, c'est le moment où elle est capable de le dire sans absolument aucune gêne et aucune culpabilité. Et c'est ça qui est le plus important. Personnellement, je pense que derrière l'extrême fatigue de la personne qui vient burn-out, il y a une petite partie de cette personne qui est là en train de veiller au grain et qui se dit, toi mon coco, je veux plus que tu te grilles à nouveau au boulot. Alors je vais te brider, je vais t'empêcher, je vais te fatiguer. Une fois que cette partie entend que la personne se donne des limites, mais qu'elle le fait vraiment de manière congruente, elle se dit, ah, là, je peux avoir confiance en toi. Là, je vais te laisser redémarrer. Et là, on peut vivre des moments magiques où on voit les couleurs de la personne qui reviennent, où on voit son regard qui reprend un certain éclat, enfin, où on voit un tas de choses. C'est le moment où la personne a décidé qu'elle se reprendrait en main, dans des limites saines, et là, tout peut changer. Donc, ceci m'amène au troisième point, qui est un peu un condensé du 1 et du 2. Le troisième point, c'est quelle est la posture qu'il faut avoir quand on a un burn-out, ou quand on est face à un burn-out. Eh bien, il faut une posture double. Il faut croire au miracle et ne pas y croire du tout. C'est rigolo, hein? Il faut croire au miracle parce que c'est à partir de la foi que quelque chose va se passer. Mais il faut aussi ne pas y croire du tout parce que peut-être bien que il va falloir un certain temps pour que le corps se réhabitue, pour que le corps se guérisse, et peut-être qu'on va arriver à rien tout de suite. Pour un coach, par exemple, ça veut dire que s'il a trop la foi, ben il risque de trop tirer, trop pousser sur son client, voire de le juger. C'est exactement le contraire de ce qu'il faut faire. Par contre, s'il ne l'a pas du tout, il fera pas son boulot de coach, qui est en burn-out ou pas en burn-out d'ailleurs, qui est en général de croire dans son client plus que le client n'est capable de croire en lui-même. Voilà. Toujours bien doser cette foi en les miracles et non-foi dans les miracles. Quatrième point que je voulais vous partager, c'est que j'ai toujours vu, je crois, une pensée qui semble être positive et qui est extrêmement négative dans la tête de celles et ceux qui ont un burn-out. Cette pensée, c'est j'aurais pu l'empêcher. Non, mais je voyais que ça allait m'arriver. J'aurais pu faire quelque chose avant. J'étais pas obligé d'aller jusqu'au bout, etc., etc. On a l'impression que c'est très positif de penser ça, pas du tout. La réalité, c'est que penser cela emmène dans un cercle vicieux. La personne se dit, j'aurais pu faire autrement, puis elle se dit, mais je l'ai pas fait, elle va en conclure, c'est donc que je suis bugué, c'est donc qu'il y a quelque chose qui va pas chez moi, et l'estime qu'elle a d'elle-même va diminuer, ce qui va empirer le burn-out. Or, la réalité, c'est exactement le contraire.
En fait, une personne qui a un burn-out, si elle pouvait remonter dans le temps avec la sagesse qu'elle a aujourd'hui, oui, elle pourrait empêcher les choses. Mais à l'époque, elle n'avait pas cette sagesse. Et à l'époque, il y a souvent un autre cercle vicieux qui est celui de ressentir qu'on commence à faiblir un peu, se dire « Ouh là là, j'ai pas envie que ça se voit » ou « J'ai même pas envie de voir ça moi-même » et donc on va prendre de plus en plus de travail, accepter de plus en plus de choses, etc., etc., etc. Et c'est comme ça, au contraire, qu'on va empirer son burn-out. C'est triste, mais c'est la réalité. Et de toute façon, se rendre compte de ça va aider beaucoup plus que de croire que j'aurais pu, qui ne fait que donner des regrets. Ensuite, le point d'après, on arrive dans les points les plus importants. Pour le 5e point, je crois qu'il faut vraiment retenir qu'il y a à avoir énormément de douceur, de bienveillance, etc., par rapport à l'énorme fragilité de celui qui vit un burn-out. Personnellement, j'ai accompagné des gens qui étaient vraiment des cadors dans leur profession, qui étaient vraiment des super performeurs, etc. Et je les ai accompagnés dans mes bras, en larmes, alors qu'ils me disaient « Stéphane, je comprends pas ce qui m'arrive, je sais plus me lever le matin, je reste des heures devant mon PC pour rien produire comme travail, j'arrive plus à faire de problem solving, enfin, etc., etc., etc. » Derrière le burn-out, il y a vraiment un vrai traumatisme de se voir diminuer. Et face à un traumatisme, surtout, l'arme la plus importante, c'est la douceur, j'irais même jusqu'à dire la tendresse, la bienveillance, la capacité à être caring, la capacité à prendre soin de l'autre. Ça, c'est vraiment capital. Et ça m'amène enfin au tout dernier point, qui est que le burn-out, ça fait bizarre à dire, mais ça peut être vraiment une vraie chance dans la vie d'une personne, dans la vie d'un consultant. Beaucoup de consultants fonctionnent selon le mode qu'on appelle insecure overachiever. C'est-à-dire que c'est des gens qui doutent d'eux-mêmes et qui en même temps sont capables de faire des prouesses extraordinaires. Et donc ils vont entrer dans un mode à sans arrêt faire des prouesses, être content, et puis ça s'arrête, ils se remettent à douter d'eux-mêmes, et ils vont refaire une nouvelle prouesse, ça s'arrête, ils redoutent d'eux-mêmes, ils refont une nouvelle promesse, ça s'arrête, etc., etc., etc. Et d'ailleurs, ça va bien avec le métier de consultant, qui demande d'aller d'études en études. Ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière le fonctionnement d'un insecure overachiever, il y a toujours quelque chose qui est extrêmement positif, extrêmement sain comme attente. C'est une attente de se dire je veux être en capacité de m'aimer et de m'apprécier moi-même. Voilà. Et ça, c'est sain de le vouloir. Le problème, c'est que quand on s'y prend comme ça, on est sûr de jamais y arriver. On est sûr qu'à un moment ou à un autre, une action sera terminée et on devra tout recommencer à zéro. Quand arrive le burn-out, il va se passer quelque chose de différent. C'est que on ne va plus du tout pouvoir s'aimer pour ses capacités, pour la manière dont on est brillant, etc., etc. En fait, on ne l'est plus du tout pendant un petit moment. Et là où ça va être une chance, c'est que justement, on peut profiter de ce moment-là pour se dire, ok, et ben maintenant je vais apprendre à m'aimer dans mes faiblesses. Je vais apprendre à m'aimer dans les côtés d'ombre que j'avais jamais eu envie de regarder en moi. Et ça va tout changer. En fait, c'est la seule vraie façon d'apprendre à s'aimer soi-même. Ce n'est pas en faisant semblant qu'on n'a pas de faiblesse qu'on y arrivera, parce qu'on sait que quelque part ça existe. Par contre, c'est en apprenant toujours de plus en plus à aimer ses côtés sombres, à aimer ses côtés faibles, que là on va apprendre à aimer la personne globale qu'on est. Quand on arrive à ça, une deuxième fois, il se passe, comme tout à l'heure, un nouveau mouvement où la guérison du burn-out va pouvoir s'accélérer très fort. Parce que en fait, quitte à faire un peu religieux, mais c'est pas ça le propos,
la seule vraie force de guérison qui soit contre ce genre de maladie, c'est l'amour. Et c'est pas l'amour qui vient de Pierre-Paul Jacques, c'est l'amour qu'on est capable de se porter à soi-même. Donc, c'est un fait qui marche, mais qui souvent fait peur. Les personnes que j'ai rencontrées m'ont quasiment tout dit, oui, mais tu te rends pas compte, si jamais j'apprends à m'aimer dans mes faiblesses et tout ça, je serai plus un performeur. Alors voilà, c'est exactement le contraire, en fait, qui va se passer. C'est-à-dire que le burn-out va se guérir un jour, et certainement plus vite qu'on ne l'imaginait, si on va jusque-là. Et après être guéri, on va pouvoir reprendre le travail, les évaluations, la poursuite de la carrière, etc. On va pouvoir faire tout ça avec une sécurité intérieure énorme qui est, de toute façon, quoi qu'il se passe, je sais que je m'aime moi-même, donc je suis pas tellement en danger. Et quand on se sent pas en danger, on est en absence de peur, et quand on est en absence de peur, on a 10 fois plus de capacité. Voilà, c'est ça la chance du burn-out, c'est de vous rendre encore plus grand en ayant appris à vous aimer jusque dans vos faiblesses et dans vos limites. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. En conclusion, c'est avec ou sans burn-out, puissiez-vous vous aimer jusque dans vos faiblesses, jusque dans vos limites. Je vous remercie vraiment, vraiment de m'avoir écouté jusque là.